Laurence Parisot, nous avons été rejoints par Gaëtan Mélin qui était à Bruxelles pour suivre le sommet européen. Et durant ce sommet, François Hollande a manifesté une certaine satisfaction, une certaine confiance en l'avenir. On l'écoute. Il y a eu du bon travail qui a été fait tout au long de l'année 2012 qui nous permet d'être confiants pour l'année 2013. Moi, je considère que les conditions d'une sortie de crise de la zone euro sont désormais réunies. Et qu'à partir de là, nous avons à construire la sortie de la crise économique elle-même. Nous devons tout faire pour être prêts à tirer le meilleur parti de la reprise de la croissance lorsqu'elle va venir. Et je pense qu'elle viendra en 2013. Gaëtan, une question là-dessus? Alors Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, a indiqué ce matin que 2013 serait une année difficile, qu'il ne fallait pas mentir aux Français. Alors qui doit-on croire, Laurence Parisot? Je pense qu'effectivement, le premier semestre 2013, en tout cas, parce que je m'arrête à ce premier semestre tellement il est difficile d'avoir une visibilité au-delà, le premier semestre s'annonce très difficile. Les carnets de commandes dans l'ensemble des entreprises sont très bas. On n'a pas de perspective très favorable à court terme. Et je crains, franchement, je dois le dire, une hausse du chômage là, sur les mois à venir. François Hollande est trop optimiste? Alors, pour autant, on peut aussi voir des signes un peu plus optimistes. D'abord parce que les États-Unis vont mieux. C'est évident. Toutes les entreprises françaises qui ont des partenariats ou des filiales là-bas vous le disent. Parce que la Chine aussi, qui a eu un sérieux ralentissement au milieu de l'année 2012, est en train de repartir. Donc on peut aussi en tirer un certain bénéfice. Et puis enfin, il me semble, puisque le président de la République était en Europe, là, je veux dire au sommet européen, quand il a pris cette position, il faut quand même bien dire que l'Europe va un peu mieux, en tout cas beaucoup moins mal. L'incertitude européenne, qui a été très largement à l'origine de l'arrêt des investissements au début de l'année 2012, l'incertitude européenne s'est réduite. On est en train progressivement, douloureusement, mais progressivement, en train de trouver une solution pour la Grèce. Le scénario de l'éclatement de l'Europe, on a l'air de l'avoir oublié, mais c'était un scénario qui était sur la table il y a quelques mois, est un scénario dont on ne parle pas. Donc il y a à la fois des signes très inquiétants et puis des signes rassurants. Ce qui est embêtant, c'est que les signes inquiétants sont propres à la France. Les signes inquiétants, ce que je disais sur le premier semestre 2013, sont très liés à la situation particulière de la dégradation de la compétitivité de la France, de la faiblesse des marges des entreprises, de l'autofinancement qui n'a jamais été aussi bas. Mais la faute à qui? Alors justement, Laurence Parisot, est-ce qu'il ne faut pas, dans ces conditions, aller plus vite, plus loin dans cette Europe fédérale et imposer finalement les réformes structurelles demandées notamment par la chancelière allemande Angela Merkel, notamment sur le marché du travail? Alors je suis largement favorable à ce que nous allions plus vite, plus loin, plus haut, plus fort, comme la devise des Jeux Olympiques, sur l'intégration européenne. Maintenant, il faut quand même aussi respecter les différentes étapes. Je crois que nous n'irons plus, que nous n'avons de possibilité d'aller plus loin dans l'intégration européenne que si on explique aux différentes populations européennes qu'il faut avancer non seulement sur la question économique, mais aussi sur la question sociale. Et pour moi, l'un des faits marquants de ces dernières semaines, qui a été assez peu relevé, c'est que la chancelière Angela Merkel, pour la première fois, a évoqué l'idée d'un SMIC en Allemagne. C'est tout à fait important. Si nous voulons être mieux intégrés, il faut égaliser les conditions entre les uns et les autres. Et le fait que l'Allemagne n'ait pas de SMIC explique beaucoup de cet écart de compétitivité. Tiens, mais alors attendez, c'est extraordinaire parce qu'on aurait pu penser que le MEDEF allait dire supprimons le SMIC en France. Non, vous êtes pour le maintien du SMIC. Mais, oui, et vous savez qui a voté le SMIC? Ce sont les libéraux. C'est Antoine Pinet, dans les années 50, qui a inventé à l'époque, ça s'appelait le SMIG, avec un G et non pas avec un C. Bien sûr, c'est un filet de sécurité absolument indispensable. Et nous sommes très gênés, nous, en France, entreprises françaises et donc indirectement salariés français, par l'absence de SMIC en Allemagne. Je crois qu'il y aurait un geste assez important de l'Allemagne vers une Europe sociale qui permettrait de convaincre sur l'Europe économique
et ensuite sur l'Europe politique. Alors justement, vous parlez du SMIC. Ce matin, Michel Sapin, le ministre du Travail, a annoncé donc que cette hausse devrait être limitée, environ 0,3%. Ça sera annoncé demain. C'est finalement une bonne nouvelle pour les entreprises françaises. C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Le SMIC doit répondre à des critères objectifs. Il est lié notamment à l'inflation. Et il n'y aura pas de coup de pouce. Le ministre du Travail a effectivement laissé entendre qu'il n'y aura pas d'évolution au-delà des critères connus, techniques qui existent. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une hausse du SMIC au 1er juillet dernier de 2%, à laquelle s'était ajouté 0,6 points de coup de pouce. Et cette hausse anticipait une inflation qu'en réalité, nous n'avons pas connue. Donc, il est normal de respecter le rythme d'évolution de l'économie. Est-ce qu'il faut revoir son mode de calcul qui date à 1970 ? Régulièrement, certains estiment qu'il y a des modalités à changer. Je crois qu'à la marge, on peut peut-être perfectionner un certain nombre de choses, mais fondamentalement, la clé, c'est de s'assurer qu'il y ait un salaire minimum et qui varie en fonction de l'inflation. Alors, Laurence Parisot, pour réduire le déficit des régimes complémentaires de retraite, vous proposez un gel sur 3 ans qui permettrait d'économiser 4,2 milliards d'euros. On rappellera que le déficit a atteint 4,6 milliards d'euros sur l'année. Est-ce que vous estimez que finalement, ça va également se passer pour le régime général ? Nous sommes dans une situation très difficile sur les retraites. Et ce qui est tout à fait étrange, c'est qu'on n'en parle plus, ou presque plus. On en parle. Grâce à BFM Télé, merci. Alors que ça va être probablement, le dossier des retraites, le dossier majeur des prochaines années, tant sur le régime général que sur les régimes complémentaires. Sur les régimes complémentaires, il faut savoir que l'un des deux régimes risque d'être en cessation de paiement d'ici 2 à 3 ans, en cessation de paiement. Donc il y a quelque chose à faire, d'urgence. Vous êtes en train de nous dire quoi? Que ceux qui touchent des retraites complémentaires à l'heure actuelle pourraient ne plus rien toucher du tout dans 2 ou 3 ans? Si on ne fait pas quelque chose, et c'est pour ça que nous avons, avec les organisations syndicales, pris nos responsabilités et nous avons ouvert une négociation pour recalibrer les différents paramètres, pour trouver une solution, pour éviter cette cessation de paiement qui empêcherait le versement des retraites complémentaires. Je dis ça parce que la situation est vraiment périlleuse. Donc ne plus aligner le montant des pensions sur le taux de l'inflation. Et on n'a pas 36 000 possibilités. Soit on augmente les cotisations que payent à la fois les salariés et les entreprises, mais à ce moment-là, c'est du pouvoir d'achat net en moins pour les salariés et c'est de la compétitivité en moins pour les entreprises alors qu'elles ont déjà un sacré handicap de compétitivité. Donc c'est un sacré défi de ce côté-là, si on allait dans cette direction. Soit on baisse carrément les pensions, ce que personne ne souhaite, notamment pour les pensions les plus faibles. Donc il faut trouver d'autres mécanismes et peut-être une désindexation est à étudier. Est-ce que le problème va se poser également pour le financement de la protection sociale? Alors le problème va se poser aussi pour le régime général. Et je tiens à dire qu'il faut que très vite, en 2013, nous ouvrions à nouveau le débat sur le régime général, parce que la réforme de 2010 n'a pas résolu définitivement le problème, malheureusement. Nous savons déjà, même si le corps doit rendre public un rapport très important cette semaine. Conseil d'orientation des retraites. Exactement. Dans les 2 ou 3 jours qui viennent, nous aurons les nouvelles projections du corps. Mais il y a malheureusement de très fortes chances, ou risques plutôt, de très forts risques que le corps annonce qu'à l'horizon 2020, nous serons à nouveau en déficit préoccupant. Et la solution, c'est quoi, sur le alors régime général? Eh bien, la solution, c'est que nous avons augmenté l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans en 2010, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et on le savait déjà en 2010. Nous disions déjà à l'époque qu'il faut au moins 63 ans. Et je le redis aujourd'hui. Il faudra à nouveau repousser l'âge légal de départ à la retraite, allonger la durée de cotisation. Est-ce que nous, en France, on peut être les seuls à rester à 62 ans alors que nos voisins espagnols, italiens, anglais, allemands sont, suivant les cas, à 65 ou 67 ans? Non, ce n'est pas possible. Tout simplement à cause du baby-boom.
qui a provoqué un papy-boom. Alors, Dernière question. Oui, François Hollande a accepté l'invitation à dîner de l'Association des entreprises privées. C'est un geste en direction des chefs d'entreprise, Laurence Parisot? Il est tout à fait important, mais même crucial, que le président de la République rencontre régulièrement des chefs d'entreprise qui sont capables d'expliquer d'une manière très concrète les enjeux, les défis, les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. Il faut bien comprendre que nous, aujourd'hui, chefs d'entreprise, nous avons beaucoup d'attentes à l'égard du gouvernement, beaucoup d'attentes à l'égard du président de la République. Ce que nous disons, c'est oui, il y a quelque chose d'important qui a été fait avec le crédit d'impôt, mais je le redis, ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin, d'autant plus que des erreurs ont été commises. Dans les premiers mois du mandat du président de la République, le collectif budgétaire a été une catastrophe pour les entreprises, avec des augmentations d'impôts nombreuses, sur les entreprises et sur les salariés. Par exemple, il y a quelque chose qui a fait des dégâts, mais je ne sais pas comment le décrire, tellement c'est du perdant-perdant. Voilà, c'est la meilleure façon de le dire, du perdant-perdant. C'est l'augmentation du forfait social de 20% qui est applicable à l'intéressement et à la participation. Augmentation de 20%, ça veut dire que les entreprises verseront moins de participation, que les salariés recevront moins de participation et d'intéressement. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les entreprises revoient leur participation. Elles sont obligées de renégocier des accords. Mais c'est quelque chose qui était vraiment tout à fait nocif pour l'équipe même que constitue l'entreprise et son personnel. On passe à la séquence suivante. Merci Gaëtane, c'est l'interview de BFM Business.